Retour dans une semaine dans le monde avec nous pour débattre aujourd'hui de l'actualité internationale. Isis Ascobareta, chargée de projets éditoriaux à Cartooning for Peace. Anne Niva, reporter de guerre indépendante et auteur d'un livre à paraître. Dans quelle France vit-on? C'est pour février. Ziad Limam, vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine, et Joseph Massescaron, président du comité éditorial de Marianne et auteur de L'horreur religieuse qui vient de paraître chez Plomb. On l'évoquait dans la première partie de ce débat, la laïcité. Bien s'il y en a un qui a fait de la laïcité de combat sa marque de fabricant politique, c'est bien Manuel Valls. Il a tour à tour soutenu les arrêtés anti-Burkini au nom de l'ordre public, s'est prononcé pour l'interdiction du voile à l'université, critiqué l'emploi à des fins péjoratives du terme islamophobie au motif qu'on a le droit de craindre et de critiquer une religion. C'est pourtant un registre bien différent qu'on a entendu en début de semaine dans sa peau de candidat et non plus de Premier ministre. Écoutez son entrée en campagne. C'était lundi. Je suis candidat à la présidence de la République. J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. C'est au-delà des mots, c'est une conviction totale. Oh là là. Ah, et depuis, ça continue. Le candidat se veut rassembleur. Ziad Limam, on sent la patte de Stéphane Fuchs dans cette salle, disons, très travaillée quand même. Ouais. Il y avait de la com. Mais du coup, c'est tellement énorme qu'on se dit, tiens, c'est bizarre. Il y a une espèce de rassemblement de la France diversifiée. Les paroles creuses, là, si c'est du Fuchs. Non, ce qui est intéressant, ce qu'il y a derrière. Un Noir, un Chinois, un Arabe, deux femmes. Ah oui, l'installation derrière, oui. Ouais, mais énorme. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on vit dans des temps tellement incertains sur le plan politique que cette primaire... qui commence par le coup de théâtre hollandien poignardé dans le dos par son Premier ministre l'avant-veille. Un Premier ministre qui pense qu'il a une voie toute tracée sur lequel son parti est en train de lui sortir un nombre incroyable de pièges, de candidats contre lui. L'affaire Payon, quand même, c'est fait pour le torpiller. Et puis, peut-être que ça peut même marcher. Donc, je trouve ça fascinant de regarder cette scène politique qui correspond plus à nos grilles de lecture, les journalistes suivent presque en courant derrière en se demandant mais qu'est-ce qui va bien se passer après-demain ou demain. Moi, je pense que c'est quelqu'un que Valls aura beaucoup de mal à s'émanciper de son bilan. Il va être marqué. Ce que vous avez dit sur la laïcité, ça le marque aussi par rapport à un certain nombre d'électeurs possibles qui sont pas du tout dans cette mouvance-là, qui ont une vision beaucoup plus ouverte. Donc je pense qu'il va avoir un moment difficile. Je pense qu'il va être un Premier ministre en campagne. Et comme vous savez, en France, statistiquement, le Premier ministre en campagne, c'est dur. Ouais, un rôle qui... Même Sarko n'a jamais été Premier ministre. On se noie dans la scène entre Matignon et l'Élysée. Joseph cherche s'il n'y avait pas un cas, mais... Non, il y a eu deux premiers ministres qui ont été élus. En effet, je cherchais, c'était Jacques Chirac et Georges Pompidou. Oui, mais après, je cherchais une période, une traversée... peut-être pas du désert, mais en tout cas du bac à sable. Il propose, lui, en tout cas, de fusionner les minima sociaux. On est très loin, finalement, du candidat de 2012. Fusionner les minima sociaux pour offrir ce qu'il appelle un minimum décent, entre 800 et 850 euros. Hier, son concurrent Benoît Hamon lui proposait un revenu universel sans condition dès 18 ans, 535 euros par mois, une mesure qui coûterait la bagatelle de 300 milliards d'euros par an. C'est Noël. Génial, il n'y a plus de budget, là. C'est Noël avant l'heure. C'est vraiment les promesses auxquelles les gens que vous avez rencontrés croient, Anne Niva, et qu'ils attendent. Pas un instant. Personne ne croit à ces promesses. Ça, je vous le dis tout de suite. Et puis alors, la plupart des gens que j'ai rencontrés, là, je suis désolée de le dire, il faut bien que je dise la vérité, c'est ça le reportage. Sans les chercher, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens à propos desquels j'ai décelé ou qui ont fini par me le dire au cours de l'entretien, qu'ils avaient ou qu'ils allaient voter FN, évidemment. Et ce, quelle que soit la ville ou quelle que soit la catégorie sociale. Donc, et ils ont chacun leur raison de voter FN. Ça n'en fait pas des diables qui font qu'ils sont tellement mauvais qu'il faut que je termine l'interview parce qu'ils votent FN. Non, moi j'ai envie de savoir pourquoi ils veulent voter FN. Qu'est-ce qui les ferait ne pas voter FN? Parce que j'ai senti aussi pour pas mal d'entre eux que finalement il y aurait peut-être pas grand-chose qui les ferait pas voter FN. Mais ils sont tellement dégoûtés de tout ce qui a été fait dans les dernières années, de tout ce qui a été promis justement, que ils ont envie de passer à autre chose. Mais on n'a pas parlé, là en parlant de Valls, de Macron. C'est-à-dire que moi je trouve simplement médiatiquement parlant, puisqu'on vit quand même dans une société du spectacle, que Manuel Valls, que l'on regardait quand même comme un jeune politique,
Là, il y en a quand même un qui le fait vieillir, c'est Macron. C'est-à-dire que... Ils sont pas copains. Ils sont pas copains, sûrement pas. Mais ce matin, Valls était à BFM TV. Et bon, on va l'entendre justement il a été chez hier Jean-Jacques Bourdin. chez Jean-Jacques Bourdin, mon mari. Hier, c'était Macron qui y était. Et je trouve que effectivement, c'est quand même très étonnant la différence. Et je crois que c'est parce que Macron y était hier que Valls y était ce matin. Alors on va entendre justement ce que Manuel Valls avait à dire à Emmanuel Macron dans la matinale de RMC et BFM. Écoutez. D'abord, je lui demande, viens participer à la primaire. Il veut un débat. Mais il y aura plusieurs débats pendant cette primaire. Mais il a dit non hier. Il a dit non, fermement non. Il a encore quelques jours pour réfléchir. Je suis sûr que c'est ceux qui le trouvent sympathique, ceux qui trouvent qu'il a du talent, des propositions intéressantes. Je leur dis, venez vous aussi voter à la primaire. Alors on le voit insister quand même, Jean-Jacques Bourdin. Il a dit non, Emmanuel Macron, hier, Joseph Massescaron. Il joue à quoi, Manuel Valls ? Il joue exactement. Il joue comme exactement la même partition d'ailleurs que Jean-Christophe Cambadélis, c'est-à-dire de dire finalement à la fois Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, venez, c'est-à-dire votre place est là et c'est normal parce que sinon vous allez faire perdre la gauche. Mais le problème, c'est que il y a un double problème. D'abord, vous ne pouvez pas faire venir. Enfin, il y a trois problèmes. Pardon. Vous ne pouvez pas faire venir des gens que vous avez passé leur temps à les insulter, à les dénigrer, en les traitant de révisionnistes, en leur disant mais il n'est pas socialiste, mais il est trop à gauche, mais il est d'extrême gauche, etc. Vous pouvez pas ensuite après les inviter. Ensuite, c'est pas rien. Vous pouvez pas les inviter et puis subrepticement. Comme ça, en douce, virer des candidats qui représentent les chevènementistes, le MRC, pardon d'en parler, Nouvelle Donne, qui a fait quand même entre 3 et 4% aux dernières élections européennes, et d'autres sensibilités. Pierre Larouturou, etc. Vous ne pouvez pas les virer comme ça. On les a virés comme des malpropres, en leur disant, allez, pousse-toi, parce que il est possible qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, puis franchement, dans le casting, comme le casting derrière Manuel Valls, dans le casting, vraiment, tous les trois, vous faites moche. Donc ça, c'est quand même un peu, c'est un peu. Et puis, il y a vraiment, enfin, moi je trouve qu'il y a un problème qui est vraiment un problème de fond de toute façon. Le problème de fond, c'est que aujourd'hui, ce qui se joue avec cette primaire, c'est pas la présidentielle. Cette primaire est en train de ressembler de plus en plus à un congrès de Rennes. La meilleure preuve que c'est un congrès de Rennes, c'est que Vincent Peillon vient d'y aller. Pourquoi ? Parce que Vincent Peillon, on ne le sait pas, mais a vraiment des troupes à l'intérieur du Parti socialiste, dans les cadres, dans les fédérations, dans les premiers secrétaires de fédération. Donc, on lui a demandé d'y aller. Vierge, puisqu'il n'a fait il est que presque 2 ans. vierge, absolument. Donc, c'est vraiment une sorte de, c'est un congrès de Rennes qui se joue, mais c'est en aucun cas des primaires. Et c'est normal que ce soit pas. Et je termine là-dessus. C'est normal que ce soit pas tout à fait des primaires. Pourquoi ? Parce que dans cette élection, vous voyez Montebourg qui, pour l'instant, apparaît un peu comme une pâle copie de Mélenchon, et puis de l'autre côté, vous voyez Valls qui apparaît comme une pâle copie, en effet, d'Emmanuel Macron. Juste, la curiosité, moi, je peux pas croire que François Hollande ait décidé de se mettre à la retraite dès aujourd'hui. Je ne peux pas croire qu'il n'intervienne pas d'une manière ou d'une autre dans cette campagne. Je ne peux pas croire qu'il ne pousse pas quelqu'un ou qu'il ne flingue pas quelqu'un. Les Français, d'après un sondage aujourd'hui, ne le souhaitent pas. Oui, mais entre l'action publique et l'action secrète, il peut se passer plein de choses. C'est quand même quelqu'un qui a, je pense, quand même encore une certaine influence dans le parti et qui l'a de plus en plus depuis qu'il s'est auto-viré. Donc ça lui a donné une espèce de légitimité un petit peu. Je serais très curieux de savoir ce qu'il va faire pour les mois qui viennent. Comment vous interprétez justement le fait que c'est proche? D'un côté, Jean-Pierre Mignard va chez Macron et puis on en voit d'autres qui rejoignent Manuel Valls, c'est le cas notamment du patron des sénateurs socialistes. On a l'impression que finalement, François n'a donné aucune consigne, comme d'ailleurs il n'a dit à personne ce qu'il comptait faire quand il a annoncé qu'il n'irait pas. Mais là vous allez voir l'éclatement, parce que il est assez évident que la majorité des parlementaires vont se ranger derrière Valls. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, avec Valls, il y a une forme de vitalisme, et puis on peut peut-être encore sauver notre siège avec cette législative qui ouvre. En revanche, si vous regardez les grands électeurs, qui sont les maires, aussi bien le maire de Lyon que le maire de Dijon, François Rebsamen, eux, ils tournent du côté d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que comme ils sont élus municipaux, ils doivent faire leur pelote sur la plus large assiette électorale. Donc ils pensent que Macron répond mieux. Donc on va à une explosion. Et c'est très simple. Il y a pour Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui avait cette analyse qui peut être juste sur Macron, en disant Macron se met en dehors parce qu'il viendra récupérer un parti socialiste complètement explosé, comme François Mitterrand l'a fait en son temps. Et plus ça va,
plus je crains que le candidat socialiste qui sortira des primaires fasse le même score que Gaston Defferre en 69. Ah oui, donc 5%. Ouais, aux alentours. On va voir d'ailleurs ce que pour l'instant prédit le dernier sondage en date à Manuel Valls. C'est pas si mal finalement, c'est 13%, mais enfin il est derrière Emmanuel Qui Macron croit encore les sondages et aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon. Oui, Effectivement, Oui, derrière ça, Mélenchon et Macron. effectivement, ça, vous avez raison, Anne Niva, il vaut mieux pacifier. Isis, on a là aussi sur Emmanuel Macron et ce qui se passe en ce moment à gauche d'ailleurs, pas mal d'illustrations. Oui, alors on a un premier dessin des Goutal. Donc voilà, il revient sur le slogan des campagnes des Valls qui a été jugé un peu trop long par les journaux. Et donc Valls qui s'exclame je peux faire plus court. Et voilà, il y a une pancarte pour une proposition de slogan pour lui, 49.3, bien sûr, une référence à l'article de Constitution qu'il a employé 3 fois pendant qu'il était au pouvoir. Cet autre dessin des Delimbre, dessinateur du Canard enchaîné. Alors il reprend aussi les slogans faire gagner ce qui nous rassemble. On voit un Valls, un torero triomphant, appelant les petits du parti s'aligner autour de lui. Ces dessins des plantus publiés dans l'Express. Donc là on voit les deux candidats, ancien Premier ministre, d'un côté Valls, de l'autre Fillon. Et chacun avec son petit sac à dos et son petit fardeau, un côté Hollande, l'autre Sarkozy, et les deux qui s'exclament « Ah, quand je pense que j'ai dû appliquer la politique de ce loser !» Et un autre dessin des JO, un dessin publié d'Anne Marianne, voilà, à lire avec beaucoup d'ironie. « Faites-nous rêver !» quand on voit les têtes des Fillon et des Valls, c'est vrai que ça fait pas rêver. Ouais, ça fait pas rêver non plus ce qui se passe en ce moment en Syrie. Le répit à Alep qui aurait été de courte durée. Les frappes russes et syriennes ont donc repris aujourd'hui sur les quartiers encore aux mains des rebelles après quelques heures d'interruption. De toute manière, l'artillerie, elle n'avait jamais véritablement cessé ses tirs. La preuve, elle n'y va que quand Sergueï Lavrov hier disait vouloir évacuer des civils, c'était de l'intox. Je sais pas, c'est très difficile de savoir si c'est de l'intox ou pas, mais j'ai pas suivi les derniers détails, sauf que si vous voulez, moi, quand je pense à Alep, je pense à Grozny, je pense à la Tchétchénie, je pense à ce que j'ai vécu sous les bombes russes, et sur le fait que quand on parle d'humanitaire dans une guerre, c'est qu'on en est à un point absolument abominable. Moi, l'humanitaire dans la guerre, je le vois quand on en est là, c'est qu'on est dans une situation inextricable, ce qui est le cas d'Alep aujourd'hui. Le cas de la Syrie aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tout le monde en parle sans vraiment en parler, que les médias ont mis du temps à s'y intéresser. Maintenant, on est tous dedans, mais de toute façon, médias ou pas, ce qu'il faudrait, c'est des solutions politiques. Les solutions politiques, personne ne les a. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté de la part des Russes de rester évidemment présents et actifs sur le terrain, notamment par un bataillon de Tchétchènes. Voilà, c'est pour ça que la comparaison avec Grozny, vous voyez, fait sens, parce que les Tchétchènes sont à Alep, sont en Syrie, puisque d'abord certains d'entre eux se battent aux côtés des forces de Bachar el-Assad, et ce depuis le début. Et des milices. Comme en Ukraine, ils se battaient aux côtés des pro-russes. Et aujourd'hui, on pense à ce bataillon pour continuer à sécuriser la base russe à l'attaquer. Un bataillon qui est situé à Khankala de Spetsnaz tchétchène. Ziad Limam, l'ONU indique que les rebelles empêchent les civils de fuir les zones assiégées. En gros, les tiennent en otage. Ce serait le cas des djihadistes de Fatah el-Sham, l'ex-Front al-Nosra. Encore une fois, il faudrait pouvoir être... Sur le terrain, c'est pas clair. Il faudrait pouvoir être là. Et puis ceux qui sortent, c'est jamais ou clair. ceux qui ont profité hier, je crois, de pouvoir sortir ont été triés, semble-t-il. Entre femmes, enfants et les hommes ont été mis de côté. Donc il y a véritablement un screening dont on imagine la subtilité qui est fait par les forces syriennes et leurs alliés. Donc c'est absolument terrible. Je pense que cette bataille sans faire de trucs un peu idiots, c'est la mère de toutes les batailles. Parce que Alep sécurisé, ça veut dire que le régime syrien est sécurisé sur toute la longueur comme ça du territoire. Ça veut dire qu'il y a une position de négociation ou en tous les cas une position de bunkérisation qui devient très difficile. Les Russes marquent un point. Mais pour reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire que moi, ce qui me tue aussi, c'est qu'une guerre s'arrête. Elle doit s'arrêter. Elle ne s'arrête que quand il y a quelque chose de politique qui émerge de ça. On ne voit pas quoi que ça soit de politique peut sortir des ruines syriennes. Comment le régime de Bachar peut demain incarner quoi que ça soit. Comment les djihadistes qui sont combattus
férocement par les Russes, mais aussi par tous les services, par les Français, par les Américains. Comment ces gens-là pourraient même prétendre à quoi que ce soit? Donc, le terrible pour l'humain, c'est qu'on ne voit pas de solution politique. Les guerres ne s'arrêtent que quand il y a une solution politique ou par épuisement. C'est surtout plus facile de commencer une guerre que de la terminer. Non, mais d'autant, c'est très juste, parce que d'autant qu'on voit, même chez les opposants et les opposants radicaux, là pour le coup, même on voit qu'à l'intérieur de Al-Nusra, il y a un certain nombre de personnes qui sont dissidents et qui sont prêts à prendre la relève de Daesh, c'est-à-dire qui dans le nord-est sont prêts à prendre la relève. Donc la solution, elle est vraiment inextricable. Mais en attendant, en tout cas, que la solution soit inexplicable, c'est vrai qu'on a mis un temps fou. Moi, pardon, trop long. Pardon, en 1830, la révolution polonaise, elle est écrasée par la Russie. Et elle est écrasée, notamment à Varsovie, dans des proportions qui font exactement penser, avec un temps, une agonie sans nom. Et le ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui s'appelle Horace Sebastiani, est interrogé par la Chambre, parce que la Chambre, ils disent vous faites rien. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il finit par dire messieurs, l'ordre règne enfin à Varsovie. J'espère que le sinistre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, va pas un jour nous dire, pardonnez-moi, l'ordre règne à Alep. Même oublié. Parce que oui, on l'a oublié. Nous, on l'a oublié. Juste un mot. Les Tchétchènes dont je parlais sont sunnites, et c'est pour ça qu'on les envoie à Alep, puisque c'est ça. En fait, la grande bataille qui est en train, la grande bataille qui détruit complètement ce Moyen-Orient aujourd'hui, c'est chiites sunnites, et c'est ce qui est en jeu également à Mossoul. Pas très loin dans tout l'Irak. Rien n'est réglé. On reproche l'inaction des puissances occidentales. François Hollande l'a dit cette semaine, la Russie a mis son veto déjà à 6 résolutions au Conseil de sécurité. Oui. Que peut faire l'Occident face à ça? D'abord, c'est devenu quand même un risque majeur. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, moi je suis pas militaire, mais il faut juste imaginer le ciel syrien en ce moment, avec des MiG-25, des F-16 américains, des Français. Le moindre, je veux dire, il peut se passer n'importe quoi dans ce ciel syrien. Accrochage. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que l'Occident a toujours le même problème. C'est-à-dire, soit on est prêt à aller, excusez-moi le terme, au pain, mais ça, il faut y aller. C'est-à-dire, il faut déplacer des troupes, il faut aller sur le terrain, il faut prendre le risque. Il fallait y aller au moment du franchissement de la ligne rouge, les Russes ne seraient pas intervenus après. C'est ce que disent les critiques d'Obama, qu'on a raté cette opportunité de rétamer Bachar al-Assad. Je ne sais pas si on aurait pu le faire, je ne sais pas ce que ça aurait donné a posteriori, mais encore une fois, l'Occident n'a de politique que quand il est capable de mettre sa force derrière, et s'il ne met pas sa force derrière, ça devient une espèce d'atermoiement, de discussion, de négociation, etc. Et puis, vous avez parlé de sunnites chiites, et puis il y a aussi la réinstallation des nationalismes. Le nationalisme russe s'exprime en Syrie, s'exprime en Ukraine, il va s'exprimer peut-être demain en Asie. Je veux dire, ça aussi, c'est nouveau. C'était pas le cas il y a même 3-4 ans. J'ai vu dans le Monde qu'ils ont sorti le nouveau décret de la théorie de la nouvelle guerre froide écrite par Poutine. Bon, ça représente ce qu'il pense. Les Turcs aussi, on le voit avec les Kurdes. Oui. Donc là, ça nous renvoie au 19e siècle. C'est la Russie protecteur des chrétiens d'Orient. Ça, des chrétiens d'Orient, et puis ensuite après, des chrétiens d'Orient sur les propres frontières. Mais la Russie est allée sur le terrain parce que personne n'y est allé, parce que personne ne voulait y aller, et parce que ça se gagne sur le terrain, les batailles. Si la France et les États-Unis et peut-être la Grande-Bretagne étaient intervenus non, je ne suis pas sûre, parce que étant donné mon expérience de la guerre, je ne pourrais jamais être en faveur de davantage de troupes sur le terrain et de davantage de guerre. C'est impossible, parce que je connais trop cette spirale dont on est en train de parler depuis le début de cette discussion. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas prétendre militairement gagner quoi que ce soit si on est uniquement dans la domination aérienne, alors que les vrais acteurs de toute guerre sont sur le terrain. Et sur le terrain, on meurt. La guerre, c'est sale. La guerre, ça pue. Et nous, on n'en veut pas de ça, nous, occidentaux. On veut une guerre avec 0 mort. On veut une guerre propre. Les fameuses frappes chirurgicales. Allez demander aux Syriens aujourd'hui, aux Irakiens, si ça existe une guerre propre. Isis Askobereta, comme chaque semaine, malheureusement, beaucoup d'illustrations aussi du martyr d'Alep. Oui, alors... Alep Est, puisqu'il faut bien préciser, ce sont les quartiers détenus par la rébellion. Alors, il y a ces premiers dessins d'Emad Hadjash, qui est un dessinateur jordanien. Voilà, il représente d'une manière terrifique ce qu'on disait tout à l'heure sur le Conseil de sécurité. Donc, on voit ces membres qui essayent de voter depuis des semaines à un cessez-le-feu. Et voilà, il y a toujours un veto aux Russes, chinois. Et devant eux, cette énorme piscine de sang sur laquelle c'est marqué le peuple syrien et cette main tout ensanglantée qui sort. Et cet autre dessin d'Annie Abbas,
dessinateur syro-palestinien. Alors, Annie, c'est un dessinateur qui a quitté la Syrie il y a quelques années, qui est maintenant réfugié et qui a les statuts de réfugiés politiques en Europe, merci. Et donc cette famille, voilà, qui essaye de toucher cette autre main pour trouver un peu d'aide. Donc vous aurez reconnu la création d'Adam de Michel-Ange. Et de l'autre côté, voilà, ces autres militaires qui arrivent. On a reconnu les casques de l'armée syrienne, iranienne et C'est paru où ça? Dans l'Hebdo, un journal suisse. Oui. Et cet autre dessin des Swara, dessinatrice franco-libanaise, dessin publié dans Cartoon Movement. Et elle reprend cette phrase qu'a prononcée Bachar al-Assad cette semaine. La victoire d'Alep, c'est un grand pas. Et donc on voit ces énormes pas qui se dirigent justement vers cette ville dévastée. Et dans le passage, on voit justement ces petits oursons complètement ensanglantés, ce qui nous laisse imaginer le carnage qui a lieu. Voilà. Merci beaucoup, Isis. On n'aura pas eu le temps de parler évasion fiscale, malheureusement. On avait pourtant beaucoup à dire sur le cas de Jérôme Cahuzac, condamné cette semaine à 3 ans de prison ferme en France. Et bien sûr, et de Karim Benzema qui paye ses impôts. Et de Karim Benzema qui effectivement est payé en Espagne beaucoup moins cher. Un exemple de contribuable en France. Merci de le rappeler, Ziad. On passe tout de suite à l'actualité du net, un œil sur les médias. Un œil sur les médias, c'est donc toute l'actualité vue du net avec Mounia Kassem. Mounia, on prend la direction des États-Unis d'abord, où une nouvelle fois, le futur président Donald Trump a créé la polémique. Et oui, Raphaël, je ne vais pas vous parler des récentes nominations au sein de la future administration Trump, mais une autre décision du président élu des États-Unis, celle de rester tout simplement producteur exécutif de l'émission Celebrity Apprentice. Alors, Donald Trump, vous le savez, était aussi présentateur de cette émission très connue outre-Atlantique qui a commencé en 2004 sur la chaîne NBC. Le principe était simple. Parmi plusieurs candidats, il devait choisir celui qui ferait le meilleur businessman ou businesswoman. Eh bien, chaque semaine, une personne était éliminée et on connaissait la célèbre formule « You're fired », vous êtes viré. On va voir un extrait. You're fired. I have no choice. You're fired. We've never had a team lose so badly. You're all fired. All 4 are fired. You know what, Derek? You're fired. Alors Donald Trump ne sera plus à la présentation. Je vous dirai tout à l'heure qui sera le futur présentateur. Mais il va rester. Allez faire baisser le chômage après ça. Il sera peut-être président des États-Unis, ce gars. Oui. Alors justement, cette décision a fait couler beaucoup d'encre et sur les réseaux sociaux, on a énormément réagi. On va voir quelques réactions. Donald Trump garde son emploi de directeur exécutif au cas où son autre show, l'Amérique, sous-entendu son job de président, ne soit pas très bien noté. Autre réaction de cet internaute, Trump restera producteur exécutif de Celebrity Apprentice, s'assurant qu'il aura quelque chose à faire pendant que Mike Pence dirigera le pays. Autre réaction, celle de Michael Skolnick qui dit que Donald Trump n'avait pas forcément le temps pour les réunions des services de renseignement, mais qu'il est disponible pour regarder The Apprentice. Pourquoi ? Parce que sa conseillère, l'une de ses conseillères de Donald Trump, a tout simplement annoncé qu'il ferait cela durant son temps libre. Autre réaction, justement, sur les réseaux sociaux. J'ai une famille de 5 personnes et je n'ai pas de temps libre, tout simplement. Donc c'est incroyable. Cette autre réaction, parce que ça soulève une autre question. Ça soulève pour la chaîne NBC qui diffuse le programme. On ne peut pas faire de business avec un président dont on est censé faire la couverture. Il est vrai, comme le rappelle un Politico, que NBC avait décidé de couper les liens avec Donald Trump durant la campagne en raison de ses propos sur les Mexicains. Quoi qu'il en soit, la nouvelle saison sera diffusée à partir du 2 janvier et notamment certains épisodes seront diffusés après l'investiture. Et je vous laisse voir par qui elle sera présentée, par Arnold Schwarzenegger. Voilà. 8 épisodes à suivre. L'Amérique. Donc, il y a une vie après la politique. Tout autre chose. Maintenant, on s'intéresse à Europol qui propose cette année, un calendrier de l'Avent un peu... Ah ben non, c'est fini, m'indique-t-on en régie, pardon. Voilà, un petit mot, pas de chocolat, mais un calendrier de l'Avent sur les criminels les plus recherchés en Europe, à découvrir chaque jour. Et demain, ce sera au tour de la France.
Ah, voilà. Criminel français, voilà. Merci beaucoup Mounia, merci d'avoir suivi ce journal et une semaine dans le monde avec nos invités ce soir, Anne Niva, Joseph Massescaron, Ziad Limam et Isis Ascoberreta. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur France 24.